Pendant des années, la série Les Beverly Hillbillies a été un véritable succès comique. Mais derrière les rires se cachait une réalité bien plus douloureuse. Des décès soudains, des combats contre la dépendance et des accidents tragiques ont bouleversé à jamais la vie des acteurs. Revenons sur les circonstances de la disparition tragique de ces stars tant aimées. Buddy Ebsen, alias Jed Clampett. Né le 2 avril 1908 à Belleville, dans l'Illinois, Buddy Ebsen incarnait à 54 ans Jed Clampett, le patriarche calme et perspicace, qui, dans la série Les Beverly Hillbillies, fait passer sa famille de la pauvreté à la fortune pétrolière. Son autorité naturelle et sa chaleur rassurante ont donné à la série toute sa force et ont contribué à en faire un véritable phénomène télévisuel. Pourtant, cet homme que le public percevait comme un modèle de stabilité avait connu une enfance difficile. Son père, Christian Ludolf Ebsen Sr. de Gay, dirigeait des studios de danse et la famille déménagea à plusieurs reprises entre l'Illinois et la Floride, obligeant le jeune Buddy à s'adapter rapidement. La crise financière qui suivit le crash immobilier en Floride interrompit ses études universitaires et le poussa vers le spectacle. Il trouva du travail à Broadway et joua dans Broadway Melody of 1938 et Captain January avec Shirley Temple, se forgeant une réputation de danseur agile. Cette instabilité le suivit jusque dans son mariage. En 1937, il épousa Ruth Cambridge. Leur union prit fin en 1945, sous la pression de sa carrière et de sa dépendance croissante à l'alcool. Son second mariage avec Nancy Wolcott en 1945 dura près de 40 ans et donna naissance à 5 enfants. Cependant, la distance et les tensions finirent par mener au divorce en 1985. Durant les années où il incarna le rôle principal dans les Beverly Hillbillies puis Barnaby Jones, la célébrité masqua des difficultés personnelles. Son troisième mariage avec Dorothy Doughty, Knott en 1985, apporta des années plus sereines, mais son attaque virulente contre sa partenaire Nancy Culp lors de sa campagne politique de 1984 choqua les fans et brisa une amitié qui semblait autrefois indéfectible. La blessure la plus profonde lui vint d'Hollywood même. Engagé pour le rôle de l'homme de fer blanc dans Le Magicien d'Oz en 1939, Ebsen inhala de la poussière d'aluminium provenant de son maquillage et fut transporté d'urgence à l'hôpital pour de graves complications respiratoires. Il fut remplacé dans le film et les séquelles respiratoires le suivirent jusqu'à la fin de sa vie. Des décennies plus tard, malgré ses reconversions dans des séries télévisées, il continuait de lutter contre des problèmes pulmonaires chroniques liés à cette décision. Il est décédé à 95 ans, le 6 juillet 2003 à Torrance, en Californie, des suites d'une insuffisance respiratoire. Il repose au cimetière Pacific Crest de Redondo Beach. Sa fortune, estimée à environ 3 millions de dollars au moment de son décès, provenait de décennies de carrière au cinéma et à la télévision, ainsi que d'une précieuse collection de pièces de monnaie rares. Irene Ryan, alias Daisy, Granny, Moses. Née le 17 octobre 1902 à El Paso, au Texas, Irene Ryan incarnait à 60 ans Daisy Granny, Moses, la grand-mère au caractère bien trempé et à la langue acérée du clan Clampett dans la série Les Beverly Hillbillies. Son humour explosif et son jeu sans retenue ont rendu Granny inoubliable et lui ont valu 2 nominations aux Emmy Awards. Derrière cette personnalité flamboyante se cachait une enfance marquée par les épreuves. Ryan a commencé à se produire sur scène à l'âge de 11 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle remportait de petits concours et faisait ses premiers pas dans le vaudeville avant même que la plupart des enfants aient terminé leur scolarité. Les tournées incessantes ont limité sa formation académique, mais ont aiguisé son sens inné de la scène. Elle a fait partie du duo Tim et Irene, puis est apparue dans des films comme Oh, My Darling Clementine et dans des émissions de radio avec Bob Hope, travaillant sans relâche pour se faire une place dans un secteur très concurrentiel. Le mariage ne lui apporta pas le réconfort. Elle épousa le comédien Tim Ryan en 1922. Des années de tournées épuisantes se soldèrent par un divorce en 1942. Son second mariage avec Harold E. Knox en 1946 dura 15 ans avant de se terminer en 1961.
Elle n'eut pas d'enfant et ses collègues se la décrivaient souvent comme une femme dévouée avant tout à son travail. Le dernier chapitre de sa vie se déroula sur une scène de Broadway. En 1973, alors qu'elle tenait le rôle principal dans Pépin, Ryan s'effondra en pleine représentation. Les médecins diagnostiquèrent un glioblastome inopérable, ainsi qu'une maladie cardiaque artérioscléreuse. Malgré ce diagnostic, elle tenta de poursuivre sa carrière, refusant de se laisser abattre par la maladie jusqu'à ce que son corps l'oblige à s'arrêter. Elle est malheureusement décédée à l'âge de 70 ans le 26 avril 1973 à Santa Monica, en Californie. Elle repose au cimetière Woodlawn Memorial aux côtés de sa sœur. Sa fortune, estimée à environ 2 millions de dollars, provenait de son succès à la télévision et de ses engagements à Las Vegas. Donna Douglas dans le rôle d'Ellie Mae Clampett. Donna Douglas est née le 26 septembre 1932 à Pride, en Louisiane. À 30 ans, elle incarnait Ellie Mae Clampett, la jeune femme du Sud, innocente et amoureuse des animaux, dans la série télévisée Les Beverly Hillbillies. Son charme et sa chaleur naturelle ont fait d'Ellie Mae l'un des visages les plus familiers de la télévision américaine. Elle a grandi dans la campagne louisianaise, participant aux tâches ménagères et aux responsabilités familiales dès son plus jeune âge. La vie était simple mais exigeante, et les perspectives d'avenir semblaient lointaines. Déterminée à s'affranchir des contraintes, elle s'installe à New York et se lance dans le mannequinat avant d'obtenir de petits rôles à la télévision et au cinéma, notamment dans Lover Come Back et La quatrième dimension. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle est choisie parmi des centaines d'actrices pour le rôle principal dans Les Beverly Hillbillies. Sa vie privée reflète ce parcours difficile. Elle épousa Roland Bourgeois Jr. en 1951 et donna naissance à son fils unique, Danny Bourgeois, en 1954. Le mariage prit fin la même année, la laissant mère célibataire. En 1971, elle épousa Robert M. Leeds, réalisateur de la série télévisée The Beverly Hillbillies, mais cette union se termina également par un divorce en 1980. Alors que ses rôles se raréfiaient et que les difficultés financières s'accentuaient, elle se tourna vers la foi, devenant par la suite chanteuse de gospel, conférencière et auteure d'ouvrages tels que Donna's Critters and Kids et le livre de cuisine Southern Favorites with a Taste of Hollywood. Des procès médiatisés, dont une affaire très médiatisée contre Disney puis Mattel, ajoutèrent un stress supplémentaire à ces dernières années. Vint ensuite l'ultime bataille. On a diagnostiqué chez Donna Douglas un cancer du pancréas, une maladie agressive souvent découverte trop tard. La maladie a progressé rapidement et malgré ses apparitions publiques et sa foi inébranlable, sa santé s'est dégradée. Elle a affronté le diagnostic avec une force tranquille, continuant à garder le contact avec ses fans malgré l'affaiblissement de son corps. Elle s'est éteinte le 1er janvier 2015 à l'âge de 82 ans, à l'hôpital général de Baton Rouge en Louisiane. Elle repose au cimetière de Bluff Creek, dans la paroisse d'East Feliciana. Son patrimoine net, estimé à environ 1 million de dollars au moment de son décès, était modeste au regard de la célébrité dont elle avait joui. Raymond Bailey dans le rôle de Milburn Drysdale. Raymond Bailey est né le 6 mai 1904 à San Francisco, en Californie. À 58 ans, il interpréta Milburn Drysdale, le banquier avide et comique, prêt à tout pour s'accaparer la fortune dans la série télévisée Les Beverly Hillbillies. Son jeu incisif et ses expressions calculatrices ont fait de Drysdale l'un des antagonistes comiques les plus mémorables de la télévision. Sa jeunesse fut marquée par l'agitation et l'incertitude. Jeune homme, Bailey tenta sans succès de percer à Hollywood, enchaînant les petits boulots, notamment comme manœuvre dans des studios de cinéma, puis comme marin marchand à travers l'Asie et l'Europe. Il travailla même dans une plantation d'ananas à Hawaï avant de revenir au métier d'acteur dans sa trentaine. Sa persévérance finit par payer avec des rôles dans des films tels que L'homme qui rétrécit, 1957, et Sueur froide, 1958. Pourtant, le succès se fit attendre et des années de refus l'endurcirent. Le mariage lui offrait la compagnie, mais peu de douceur. En 1951, il épousa Gabby George et ils restèrent ensemble jusqu'à sa mort,
bien qu'il n'eût pas d'enfant. Ses collègues le décrivaient souvent comme difficile et lunatique sur les plateaux de tournage, un trait de caractère que certains attribuaient à des années de frustration et à une consommation supposée de stimulants. Alors que la série touchait à sa fin, Bailey commença à présenter des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ses pertes de mémoire devinrent de plus en plus évidentes et, en 1975, il se retira du métier d'acteur après de brèves apparitions dans des films dessinés comme Herbie Rides Again. La maladie progressive éroda l'esprit vif qui avait caractérisé Milburn Drysdale, l'isolant durant ces dernières années. Tragiquement, il décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 75 ans le 15 avril 1980 à Irvine, en Californie. Son corps fut incinéré et ses cendres dispersées en mer. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ $1 million, amassée principalement grâce à la télévision. Nancy Culp dans le rôle de Jane Hathaway. Nancy Culp est née le 28 août 1921 à Harrisburg, en Pennsylvanie. À 41 ans, elle incarnait Jane Hathaway, la secrétaire vive et loyale qui empêchait le chaos engendré par Drysdale de sombrer dans le chaos dans la série Les Beverly Hillbillies. Son intelligence et son humour pince sans rire faisaient de Jane le moteur discret de chaque scène de banque, donnant à la comédie toute sa force. Cette énergie maîtrisée et précise lui venait d'une enfance marquée par la pression d'être pragmatique. Son père, Robert Tilden Culp, voyageait pour son travail de représentant, et sa mère, Marjorie Snyder Culp, exerçait la discipline d'une institutrice et d'une directrice d'école. Nancy a donc appris dès son plus jeune âge à exceller et à ne jamais réclamer de la douceur. Elle persévéra malgré tout dans ses études, obtenant une licence de journalisme en 1943, puis une maîtrise d'anglais et de français. Elle s'engagea même dans la réserve navale américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, quittant le service en 1946 avec le grade de lieutenant. Lorsqu'elle se tourna vers le théâtre, ce choix lui parut une trahison envers la vie pour laquelle elle avait été formée. Elle se battit pour chaque opportunité, décrochant des rôles dans des films comme Sabrina et Une étoile est née, puis se faisant connaître à la télévision grâce au Bob Cummings Show. Son mariage devint une autre pièce étouffante. Elle épousa Charles Malcolm Dacus en 1951, mais leur relation se solda par un divorce en 1953, la laissant sans enfant et avec une vie privée de plus en plus protégée. Les rumeurs hollywoodiennes sur son orientation sexuelle la poursuivaient sans cesse, et plus elle tentait de s'en affranchir, plus l'industrie la reléguait discrètement au second plan, même après sa prestation remarquée dans le rôle de Jane, qui lui valut une nomination aux Emmy Awards. Lorsqu'elle se présenta ensuite au Congrès en 1984 sous l'étiquette démocrate, le choc ne fut pas la défaite, mais la trahison. Buddy Ebsen apporta publiquement son soutien à son adversaire et la qualifia de trop libérale. Ce simple message radiophonique rompit un lien que le public croyait sincère. Après sa défaite, elle se replia sur le monde universitaire, enseignant et travaillant dans des établissements d'enseignement supérieur où elle pouvait enfin exercer une influence prépondérante. Sa santé se dégrada alors rapidement. Fumeuse de longue date, Nancy apprit qu'elle était atteinte d'un cancer en 1990 et subit une chimiothérapie, mais la maladie se propagea. Malgré la dégradation de son état, elle accorda une interview soigneusement formulée que beaucoup interprétèrent comme une confirmation indirecte de son homosexualité. Un aveu discret qui expliquait des années d'isolement et pourquoi Hollywood l'avait toujours tenue à distance. Nancy Culp est décédée à 69 ans le 3 février 1991 à Palm Desert, en Californie, des suites d'un cancer métastatique. Elle repose au cimetière presbytérien de Westminster et Mifflintown, en Pennsylvanie. Son patrimoine net, estimé à environ 500 000 $ à sa mort, était modeste pour une actrice dont le visage était omniprésent à la télévision et rappelait cruellement que la célébrité ne l'avait pas protégée de l'ostracisme. Harriet E. McGibbon dans le rôle de Margaret Drysdale. Harriet E. McGibbon est née le 5 octobre 1905 aux États-Unis. À 57 ans, elle incarnait Margaret Drysdale, l'épouse froide et hautaine qui faisait régner l'autorité sociale
comme une arme dans la série télévisée Les Beverly Hillbillies. Son élégance rigide donnait à la maison des Drysdale des allures de monde à part, accentuant le conflit de classe de la série et faisant de chaque visite une intrusion. Ses premières années furent marquées par une perte plus insidieuse. Issue d'un milieu bourgeois, elle dut faire face à des difficultés financières après le décès de son père, et cette pression la poussa vers des métiers exigeant une force physique plutôt que le confort. Elle trouva la discipline au théâtre, intégrant des troupes permanentes et acquérant une certaine notoriété à Broadway à partir du milieu des années 1920. Elle joua dans des productions marquantes de l'histoire du théâtre, notamment You Can't Take It With You, et devint plus tard une figure familière du petit écran grâce à des apparitions dans des séries comme Bewitched. Ce même besoin de contrôle se retrouva dans ses mariages. Elle épousa le producteur William Reno Cain en 1930 et eut un fils, William McGibbon Cain, né en 1933. Mais leur relation se termina par un divorce en 1942. La même année, elle épousa l'écrivain Charles Corwin White, et leur mariage dura jusqu'à la mort de ce dernier le jour de Noël 1967. Le coup le plus dur survint en 1977. Lorsque son fils mourut avant elle, un choc qui plongea sa vie privée dans un silence pesant. Sa santé déclinante devint également une fatalité. McGibbon souffrait d'une maladie pulmonaire qui s'aggrava avec l'âge, la privant de force et restreignant son horizon. Le déclin fut progressif mais implacable, une maladie qui transforme le souffle en effort et l'effort en épuisement. Harriet E. McGibbon s'est éteinte à 81 ans, le 8 février 1987, des suites de complications pulmonaires. Elle fut incinérée et ses cendres reposent dans la niche numéro 60 et 1046 du columbarium du cimetière Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles. Sa fortune, estimée à environ $1 million au moment de son décès, était le fruit de décennies de travail acharné au théâtre, à la radio, au cinéma et à la télévision. Bea Benaderet à Pearl Bodine. Bea Benaderet est née le 4 avril 1906 à New York. À 56 ans, elle incarnait Pearl Bodine, la cousine chaleureuse, mais à la langue bien pendue, déterminée à offrir un avenir meilleur à son fils dans la série Les Beverly Hillbillies. Sa présence ancrait l'âme rurale de la série et lui vaudra plus tard une plus grande notoriété grâce à son rôle de Kate Bradley dans Petticoat Junction. La force qu'elle insufflait à Pearl était forgée par ses responsabilités précoces. Elle se forma au chant et à l'art dramatique dès son plus jeune âge et gagnait déjà sa vie à la radio à l'adolescence, maîtrisant des accents qui définirent plus tard son travail dans l'émission de Jack Benny et son rôle de voix de Betty Rubble dans Les Pierres à feu. Le succès vint progressivement, mais il reposait sur de longues heures en studio, des répétitions incessantes et la pression constante de ne jamais paraître faible dans un secteur compétitif. Son premier mariage avec l'acteur Jim Bannon en 1938 se délite peu à peu sous le poids des tournées et des longues absences de ce dernier. En 1950, elle demanda le divorce et se retrouva seule pour élever ses deux enfants, Jack et Maggie, tout en jonglant avec ses engagements à la radio et à la télévision. En 1958, elle retrouva le bonheur auprès d'Eugene Twombly, technicien du son, une présence calme et rassurante qui contrastait avec le tumulte d'Hollywood. Leur mariage était affectueux et stable, mais le destin fut impitoyable. Après la mort de Bea, Twombly fut victime d'un infarctus massif et mourut 4 jours plus tard, comme incapable de supporter cette perte. Derrière les rires de Petticoat Junction, Bea dissimulait une vérité bouleversante. Une tache sur son poumon, découverte en 1963, réapparut de façon agressive en 1967. Diagnostiquée d'un cancer du poumon, elle a subi une intervention chirurgicale et des radiothérapies tout en insistant pour continuer à tourner. Grande fumeuse depuis toujours, elle avait réduit sa consommation, mais sans jamais s'en débarrasser complètement. Elle a manqué des épisodes, est revenue courageusement sur le plateau, puis s'est effondrée à nouveau à mesure que la maladie progressait. En septembre 1968, une pneumonie aggrava son état et sa voix vibrante, qui avait résonné sur les ondes radio pendant des décennies, s'affaiblit.
B. Benaderet décéda à 62 ans le 13 octobre 1968 à l'hôpital Good Samaritan de Los Angeles, des suites d'un cancer du poumon et d'une pneumonie. Elle fut inhumée au cimetière Valhalla Memorial Park de North Hollywood. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 1,5 million de dollars, fruit d'une carrière pionnière à la radio, dans l'animation et à la télévision. 4 jours seulement après ses obsèques, Eugene Twombly fut inhumé à ses côtés. Sharon Tate dans le rôle de Janet Trago. Sharon Tate est née le 24 janvier 1943 à Dallas, au Texas. À 20 ans, elle interpréta Janet Trago, la jeune et belle secrétaire de la série télévisée The Beverly Hillbillies. Bien que son rôle fût bref, sa présence remarquable laissait présager la célébrité qui allait bientôt l'accompagner. Son enfance fut marquée par des déménagements constants dus à la carrière militaire de son père. Déménageant de ville en ville jusqu'en Italie, elle peinait à nouer des amitiés et souffrait souvent d'une timidité maladive. Cette solitude forgea discrètement son ambition. Au début des années 1960, elle travaillait comme mannequin et acceptait de petits rôles à la télévision, déterminée à prouver qu'elle était plus qu'un joli visage. Ses prestations remarquées dans Le Bal des vampires et surtout La Vallée des poupées en 1967 lui valurent une nomination aux Golden Globes et le titre de nouvelle star la plus prometteuse d'Hollywood. Son histoire d'amour avec le réalisateur Roman Polanski avait des allures de conte de fées moderne. Ils se marièrent à Londres en janvier 1968, rayonnants et inséparables, et s'installèrent peu après dans une maison de Cielo Drive à Los Angeles. Début 1969, elle était enceinte et parlait avec enthousiasme de sa future maternité, jonglant entre scénario et préparatifs pour l'enfant. Pourtant, derrière les paillettes d'Hollywood se cachait une part d'ombre, et leur maison devint un lieu de rencontre pour amis et inconnus, un détail qui allait plus tard hanter la ville. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi, fut brutalement assassinée à son domicile par des membres de la secte de Manson. Elle mourut à 26 ans et son fils à naître, qui deviendra Paul Richard Polanski, périt avec elle. Ce crime choqua le monde entier, brisa l'illusion de sécurité qui régnait à Hollywood et marqua la fin tragique de l'optimisme des années 1960. Elle a été inhumée au cimetière Holy Cross de Culver City, en Californie, son enfant à naître dans les bras. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à environ 45 000 $. Charles Lane dans le rôle de Foster Finney. Charles Lane est né le 26 janvier 1905 à San Francisco, en Californie. À 58 ans, il incarnait Foster Finney, figure d'autorité stricte et inflexible de la série Les Beverly Hillbillies. Ce personnage, à la fois charmant et chaotique, détonnait et le public adorait le détester. Cette force de caractère ne lui était pas étrangère. Enfant, il avait vécu les conséquences du tremblement de terre de San Francisco de 1906. Et les récits de peur, de reconstruction et de survie avaient en marqué ses premières années. Il avait grandi en voyant des adultes considérer la stabilité comme un emploi qu'on pouvait perdre du jour au lendemain. Cette mentalité l'a suivi jusqu'à ses années au Pasadena Playhouse, où il a appris la discipline à la dure, être impeccable ou disparaître. Même plus tard, dans des films comme Monsieur Smith au Sénat et Vous ne l'emporterez pas avec vous, il conservait cette même énergie à ne pas gaspiller son temps, une énergie que les directeurs de casting appréciaient. Hors des plateaux, sa vie privée a surpris ceux qui s'attendaient à le voir aussi aigri que son personnage à l'écran. En 1931, il épousa Ruth Cavell et ils restèrent unis pendant plus de 70 ans, une longévité presque inouïe à Hollywood. Ils eurent 2 enfants, Charles Jr. et Alice. Si son visage devint familier grâce à La vie est belle et à d'innombrables rôles à la télévision, Ruth demeura le pilier vers lequel il revenait toujours, le seul endroit où les personnages odieux ne le suivaient pas jusque dans sa vie privée. Il continua de travailler jusqu'à plus de 90 ans, puis jusqu'à 100 ans, donnant même une dernière représentation à 101 ans,
comme pour refuser que la vieillesse dicte sa fin. Malheureusement, il est décédé à 102 ans, le 9 juillet 2007, de cause naturelle à son domicile de Brentwood, à Los Angeles. Son fils a décrit plus tard ce moment comme d'une simplicité troublante. Une conversation vers 20 et une ambiance, puis ses yeux se sont fermés et sa respiration s'est arrêtée. Avec une fortune estimée à environ 2 millions de dollars, son héritage est celui d'une force de caractère hors du commun. Bill Silvers dans le rôle de Shifty Schaefer. Bill Silvers est né le 11 mai 1911 à New York. À 58 ans, il incarnait Shifty Schaefer, l'escroc comique à la langue bien pendue de la série The Beverly Hillbillies. Il parvenait à rendre les arnaques hilarantes, puis à nous faire comprendre que l'on riait d'une vérité douloureuse. Ce don, il l'avait développé très tôt. Il a commencé à se produire sur scène vers l'âge de 11 ans pour gagner sa vie, apprenant rapidement qu'une blague pouvait lui permettre de survivre quand rien d'autre ne le pouvait. Il a grandi sous la pression d'être performant chaque soir, et lorsqu'il a foulé les plus grandes scènes, le sens des affaires était déjà ancré en lui. Avant même la célébrité télévisuelle, il enchaînait les spectacles de vaudeville, Broadway et les films sans relâche. Cette même énergie qui l'anima plus tard dans le Phil Silvers Show et lui permit de jouer dans des films comme Un monde fou, 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 fou. Ses relations amoureuses n'eurent pas le même dénouement heureux que ses personnages à l'écran. Il se maria 2 fois, d'abord avec Joe Carroll Dennison, puis avec Evelyn Patrick. Ces 2 mariages se sont soldés par un divorce, le laissant avec 5 filles et une vie privée plus complexe que ses blagues. Le plus sombre, c'était ce qu'il s'infligeait à lui-même. Le jeu n'était pas un simple passe-temps. C'était une obsession qui pouvait l'anéantir en une seule nuit. Il a reconnu avoir connu des moments de profonde détresse qui ressemblaient beaucoup à une dépression chronique. En août 1972, il a été victime d'un AVC pendant les représentations de Forum, ce qui lui a laissé des troubles de l'élocution. Pourtant, il continua de travailler, enchaînant les apparitions à la télévision et les rôles en fin de carrière. Comme si s'arrêter signifiait sombrer dans le silence. Phil Silvers mourut à 74 ans, le 1er novembre 1985, dans son sommeil à Century City, en Californie, des suites d'une crise cardiaque. Il fut inhumé au cimetière Mount Sinai Memorial Park de Los Angeles. Sa fortune, estimée à environ 1 million de dollars à sa mort, était étonnamment modeste pour un homme qui semblait autrefois régner en maître sur la télévision. Kathleen Freeman dans le rôle de Flo Schaefer. Kathleen Freeman est née le 17 février 1919 à Chicago. À 40 ans, elle incarnait Flo Schaefer, une présence comique mordante capable de voler la vedette d'un seul regard dans la série Les Beverly Hillbillies. Elle faisait rire le public sans effort, mais sa vie réelle était bien plus discrète. Sa carrière avait débuté de façon incroyablement précoce. À seulement 2 ans, elle se produisait déjà dans le numéro de vaudeville de ses parents, dansant avant même de comprendre la lumière des projecteurs. Lorsqu'elle entra à l'UCLA pour étudier la musique et se former comme pianiste classique, un rire inattendu du public change sa vie à jamais. Hollywood la reconnaîtrait plus tard dans plus de 100 films, dont The Blues Brothers, 1980. Pourtant, elle fut constamment cantonnée au rôle secondaire, la bonne à la langue acérée, la professeure sévère, rarement à la vedette. L'industrie s'appuyait sur son sens du timing, mais la récompensait rarement par une présence sur le devant de la scène. Sa vie privée est restée largement privée et anticonformiste pour son époque. Kathleen ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Elle partageait sa vie avec sa compagne de longue date, Helen Ramsey, une relation décrite publiquement avec prudence à une époque où la transparence comportait des risques professionnels. Malgré cela, elle continua de travailler sans relâche, jusqu'à triompher à Broadway avec The Full Monty en 2000, ce qui lui valut une nomination aux Tony Awards. Puis survint le cruel retournement de situation. Alors qu'elle jouait dans la comédie musicale The Full Monty, Freeman a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon. Malgré sa faiblesse, elle a continué jusqu'à ce que son état de santé l'oblige à quitter la production. La maladie a progressé rapidement.
transformant un sommet de carrière tant attendu en un dernier acte marqué par la fragilité plutôt que par les applaudissements. Kathleen Freeman est décédée le 23 août 2001 à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer du poumon à l'hôpital Lenox Hill. Elle a été incinérée et ses cendres reposent au cimetière Hollywood Forever. Sa fortune était estimée à environ $1 million au moment de son décès, une somme modeste pour une femme ayant travaillé pendant plus de 50 ans. Roy Roberts dans le rôle de John Cushing. Roy Roberts est né le 19 mars 1906 à Tampa, en Floride. À 57 ans, il incarnait John Cushing, un personnage autoritaire et imposant de la série télévisée Les Beverly Hillbillies. Sa seule présence pouvait changer l'atmosphère d'une scène, dégageant une force considérable avec un minimum de mots. Ayant grandi dans un milieu modeste en Floride, Roberts a appris très tôt la résilience. Il a débuté dans des troupes de théâtre régionales avant de se frayer un chemin jusqu'à Broadway, puis finalement Hollywood. Pendant plus de 40 ans, il a joué dans plus de 900 productions théâtrales et cinématographiques, un nombre impressionnant qui témoigne non pas d'un succès éphémère, mais d'un travail acharné. Il est devenu l'incarnation même des cadres, des juges, des banquiers et des fonctionnaires dans des séries comme Ma sorcière bien-aimée et plus tard dans des films comme Chinatown, 1974. Son visage sévère est devenu instantanément reconnaissable, même si son nom ne l'était pas. Roberts a également souffert de problèmes cardiaques durant ces dernières années. Le rythme effréné de sa carrière, conjugué à des tensions personnelles, a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Bien qu'il ait continué à travailler régulièrement jusque dans les années 1970, sa santé s'est progressivement dégradée et la figure imposante que le public connaissait a commencé à cacher une fragilité insoupçonnée. Roy Roberts est décédé à l'âge de 69 ans, le 28 mai 1975, des suites d'une crise cardiaque à l'hôpital St. Vincent de Los Angeles. Il a été inhumé au cimetière Greenwood Memorial Park de Fort Worth, au Texas. Sa fortune était estimée à environ $1 million au moment de son décès. Les rires se sont peut-être tus, mais les histoires de la disparition tragique des acteurs de Beverly Hillbillies résonnent y encore des décennies plus tard. La célébrité les a fait entrer dans nos foyers, mais le temps les a emportés un à un. Quelle disparition vous a le plus touché? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir d'autres anecdotes inédites sur ces légendes de la télévision, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre pour notre prochaine analyse approfondie.